que j'introduise Franck Boutet et la première keynote de l'après-midi. Merci à Franck, évidemment, d'être présent avec nous. Franck Boutet est donc le président fondateur de l'atelier Franck Boutet, qui est une agence de conseil, d'études, qui est spécialisée dans le champ de la transition écologique, qui apporte sa contribution à de nombreux projets urbains, évidemment. Vous êtes aussi donc le Grand Prix de l'urbanisme 2022. Je vous dis vous, mais on a plutôt l'habitude de se tutoyer. Je peux? Bon, d'accord. Donc, Grand Prix de l'urbanisme 2022, et tu es quelque part aussi un habitué un petit peu des entretiens du cadre de ville, en tout cas un fidèle. En tout cas un fidèle des entretiens du cadre de ville. Tu avais notamment assuré la keynote de clôture de l'édition 2023. Donc voilà, quelques années plus tard, tu reviens sur un autre sujet tout à fait différent. C'est un sujet qui s'inscrit vraiment dans la thématique qu'on explore depuis ce matin dans cette deuxième salle des entretiens, à savoir comment aborder de front des crises multiples et quels équilibres justement on peut trouver dans la pratique. C'est un travail d'équilibriste réellement et qui a une importance toute particulière sur le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, qui est celui de la crise climatique. Donc effectivement, pendant longtemps, on a donné la priorité à l'atténuation, dans la continuité de l'accord de Paris, avec les objectifs qui avaient été fixés à différentes échéances. On voit que ces objectifs vont être de plus en plus difficiles à tenir. Et en même temps, on a défini récemment, je dirais, également de nouveaux objectifs en termes d'adaptation au changement climatique, avec notamment la publication l'année dernière du PNAC 3, du Plan national d'adaptation au changement climatique, qui s'appuie justement sur une trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique qui prévoit un réchauffement global pour la France, en tout cas de plus 4 degrés à l'horizon de la fin du siècle. Tout l'enjeu, effectivement, aujourd'hui, c'est de ne pas lâcher la proie pour l'ombre et de ne pas se précipiter dans le champ de l'adaptation en oubliant finalement le principe essentiel, qui est le premier principe, qui est le principe de l'atténuation. Et donc, effectivement, toute la difficulté aujourd'hui est de trouver cet équilibre et de voir comment même peut-être les deux interventions, les deux actions dans ce champ peuvent éventuellement se compléter, se renforcer l'une l'autre. Donc voilà, merci Franck, et je te laisse la parole. C'est bon. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci Alexandre pour cette intro. Tu as un peu tout dit, donc j'ai plus rien à dire. Pour ceux qui étaient là à ma keynote de clôture, j'avais préparé des beaux triptyques, c'était l'époque triptyque, et aujourd'hui, il n'y a pas d'image. Donc, est-ce que... Voilà, c'est ça. Bon. Alors, en fait, on va faire un petit panorama, un petit déroulé sur, en effet, ce que j'ai appelé les stratégies atténuo-adaptatives ou adapto-atténuatives. Vous ferez comme vous voulez. Pour dire... Et donc, ça s'appelle aussi le décalogue, parce qu'il y a 10 points. Donc, il va falloir que j'aille vite. C'est pour ça que je commence à parler très, très vite, parce que, du coup, je sais qu'on a 20 minutes pour causer et qu'il faut tenir les temps ici, contrairement à d'autres instances où on intervient. Alors, tout d'abord... puisque ça fait à peu près 25 ans maintenant que les questions environnementales sont arrivées, les questions environnementales, les questions de durabilité, de soutenabilité, de transition, de bifurcation, les termes ont évolué, sont arrivées dans le monde de la construction et un peu plus tard, de l'aménagement. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 25 ans ? Eh bien, pendant 25 ans, on s'est occupé, on va dire, à peu près exclusivement d'atténuation. À peu près 18 ans d'économie d'énergie et 5 ans de carbone. L'adaptation émerge plus récemment, on va y revenir, et en s'attaquant à la question de l'énergie et du carbone, donc qui sont deux approches d'atténuation et deux approches plutôt qu'on peut mener par des combats ou des méthodos à la fois rationalistes, quantitatives, un peu logique d'ingénieur, quoi. On mesure l'efficacité de ce qu'on fait.
En fait, on a fait porter l'effort essentiellement sur le neuf, voire, allez, pourrait même dire exclusivement sur le neuf. Je n'ai pas le temps ici de faire la démonstration, sinon il faut que je parle encore plus vite, que quand on s'attaque à l'énergie sur le secteur de la construction neuve, enfin je le dis quand même, vu que le neuf représentait il y a 10 ans à peu près 1% par an de renouvellement de la ville, et que les bâtiments neufs sont un peu intrinsèquement performants, contrairement aux bâtiments anciens qui, eux, sont donc le bâtiment neuf à 50 kWh par mètre carré. Je dis que je ne ferai pas la démonstration, et en fait, je l'ai fait. Les bâtiments anciens, en moyenne, à 250, avec les pires à 500 kWh par mètre carré. Donc, ça veut dire une intensité énergétique qui est 5 à 10 fois plus élevée dans l'existant. Donc, quand on s'attaque au neuf qui pèse 1% par an de renouvellement du stock sur l'énergie, on s'attaque donc à un dixième, à un cinquième de 1% par an du problème, c'est-à-dire 0,1 à 0,2% par an du problème. Ce qui fait que quand on consacre 99,9% des moyens sur 0,1% du problème, ça s'appelle de la suroptimisation de gisement marginal. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire en environnement, vous le savez. Il faut s'attaquer aux gisements, aux gros gisements, là où on a des effets de levier importants, et faire absolument ce qui est facile à faire et qui attaque des gros gisements, se poser la question sur ce qui est difficile à faire qui attaque des gros gisements, ou sur ce qui est facile à faire qui attaque des petits gisements, et ne surtout pas faire ce qui est difficile à faire sur des petits gisements, c'est-à-dire la surefficacité énergétique, vers le modèle BEPOS. Bon, et après on a quand même parlé enfin du carbone, il y a à peu près 7 ans, grâce au cahier des charges, le cahier des charges de la Solideo marque un tournant. Parce qu'évidemment, il y avait l'engagement de faire les jeux des moins décarbonés de l'histoire des jeux, donc il fallait bien un moment que ça tombe, pas interdire aux athlètes de venir à Paris ou aux touristes, donc il fallait que ça tombe sur l'immobilier et l'aménagement. Donc du coup, l'engagement de la décarbonation des jeux a porté essentiellement sur les objets physiques. Et donc émerge, pour la première fois de l'histoire, un cahier des charges où on donne un budget carbone pour construire, un droit à carboner au moment de construire. Bon, très bien. Ça fait du coup à peu près les 25 ans. La question de l'adaptation, en fait, elle émerge surtout par le contraire de l'adaptation, par l'inadaptation. Ça émerge avec... J'en suis où là ? D'accord. C'est toujours le premier point, donc je suis mal barré. Ça émerge, en gros, il y a une préparation à l'adaptation, à la sensibilité, au moment de la crise sanitaire, donc 2020. Publication du rapport du GIEC, où il y a pour la première fois dans les publications du rapport du GIEC un volet sur l'adaptation, donc février 2022. Puis après arrive l'été 2022. L'été 2022, je ne sais pas si vous vous souvenez, été à effet écologique, rupture écologique systémique majeure, rapidement, épisode caniculaire répété. Stress hydrique, appauvrissement des forêts, méga-feux, chute drastique des rendements agricoles. Ce n'est pas un facteur écologique, bien sûr, mais déclenchement de la guerre en Ukraine qui a comme conséquence l'augmentation drastique du coût de l'énergie. Tout ça réuni, en fait, on se dit, rien ne va plus. Le monde a déjà bougé et en fait, nous ne sommes pas adaptés à ce monde qu'on est en train de dire être finalement, l'été 2022, une forme de préfiguration de peut-être ce qui serait courant demain. Et ça, c'est la grande nouveauté. Il y a un avant 2022, un après 2022, très clairement sur les enjeux dont on cause aujourd'hui, qui sont les enjeux d'adaptation. Donc, OK. Maintenant, en tout cas, changement, on va dire, de braquet, il faut adapter. Ce que l'on a conçu, construit, vécu, etc., habité pendant des années, aménagé, en fait, n'est pas adapté à encaisser quelque chose qui est un état non standard. Donc, il faut adapter. OK. Mais du coup, quoi adapter ? Il y a aussi un fait très important qui frappe nos professions frontalement, qui est que le neuf, ça représente rien et il n'y a pas de raison que ça représente grand-chose dans les années à venir. J'ai dit 1% par an il y a 10 ans, aujourd'hui on est à 0,85% par an. C'est-à-dire que les villes existantes se renouvellent à hauteur de 0,85% par an. Ça a chuté. Alors, il y a des facteurs endogènes. D'abord, la France et finalement la plupart des pays européens, à part quand un connard décide de faire erase sur un pays. Du coup, on est dans des pays où on a une histoire urbaine ancienne, donc les villes sont déjà là. Démographie extrêmement faible. Vous savez, l'INSEE prévoit le pic démographique en France en 2040, puis une chute de la démographie. Donc ça, c'est des facteurs endogènes, on va dire, qui font qu'il n'y a pas de raison de renouveler énormément. Et puis, il y a deux facteurs plus récents. Un, l'enjeu de décarbonation. On sait tous maintenant qu'agir sur quelque chose qui a déjà été construit, anthropisé, abîmé écologiquement, habité, etc., finalement, c'est travailler sur du carbone amorti. Donc, c'est une forme de dette carbone qui est déjà épuisée, sur laquelle on peut retravailler avec beaucoup moins d'impact. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et deuxième enjeu, vous le savez, c'est évidemment la question de la préservation des terres fertiles, le fameux ZAN, que tout le monde essaie de détricoter depuis quelque temps. Donc, en fait, ces deux forces récentes font qu'il n'y a pas
énormément de chances pour que le 0,85 remonte, même si évidemment certains acteurs aimeraient bien qu'il remonte à 1 voire 1,5%, mais il n'y a pas vraiment de raison. C'est-à-dire que demain, finalement, l'intervention, elle sera essentiellement sur le déjà là, et sur ce qui existe déjà, et sur ce qui est d'ailleurs écologiquement parfois déjà tué. Donc ça, c'est quoi adapter? Du coup, l'adaptation, un enjeu considérable, il faut donner un chiffre, mais il est facile à calculer, puisque je viens de dire 0,85% par an de renouvellement de la ville. Si vous projetez ça sur les 50 ou les 30 prochaines années, vous connaissez cette métrique qu'on utilise maintenant partout, qui est de dire 85%, je dis 85 parce qu'on est en train de s'approcher dangereusement vers 2050, 85% des bâtiments de 2050 existent déjà aujourd'hui, vous le savez. Et évidemment, il faut faire la transposition. 85% des bâtiments, des espaces publics, des infrastructures de 2050 existent déjà aujourd'hui. Ok, très bien, ça dit à quel point il faut donc faire avec ce qui existe déjà aujourd'hui. Et la question subsidiaire, évidemment, qu'on a envie de se poser une fois qu'on a dit ça, c'est combien des bâtiments, des infrastructures, des espaces publics qui existent aujourd'hui et qui existeront pour 85% en 2050 sont-ils adaptés aux conditions de 2050? Et là, c'est la bim, la réponse est quasi zéro. Et il ne faut pas croire d'ailleurs que, évidemment, tout ce qui est ancien, ça ne marche pas, c'est normal parce que c'est ancien et heureusement, on est vachement plus intelligent et donc ce qu'on a fait les 10 dernières années, ça marche vachement mieux. C'est totalement faux. Ce qu'on a fait les 10 dernières années, il y a de grandes chances, ou même les 30 dernières années, qu'on soit obligé de le foutre à la poubelle. Et donc, en fait, même les choses anciennes fonctionnent peut-être mieux, même du point de vue de l'adaptation. Donc, énorme enjeu, du coup, de l'adaptation, puisque, du coup, quasiment rien n'est adapté. Donc, du coup, une fois qu'on a dit ça, on comprend le basculement qui est en train de s'opérer de l'atténuation vers l'adaptation. On est très fort en France, d'ailleurs, pour basculer d'une pensée unique à une autre pensée unique. Donc, on a fait, il n'y avait pas de doctrine, enfin, de religion en dehors de l'efficacité énergétique, la traque au kilowattheure, puis après avec le carbone. Et maintenant, tout ça, c'est un peu l'histoire ancienne. Il faut faire de l'adaptation. Et en fait, tout le monde bascule sur l'adaptation. C'est dingue. C'est-à-dire, moi, après le Grand Prix de l'urbanisme, que tu l'as rappelé, Alexandre, en effet, j'ai fait beaucoup de prises de parole, de confs, etc. Et en fait, j'ai essayé de sensibiliser, d'acculturer tous les acteurs à la question de l'adaptation. Au début, les gens me regardaient avec des gros yeux en disant « Tiens, c'est bizarre, c'est nouveau, tout ça ». Et en fait, maintenant, ça prend tellement bien que je suis obligé de freiner. Alors pourquoi? Il y a une raison assez simple. C'est que d'abord pour nous tous, et en plus pour un décideur, pour un acteur public, qui est soumis à un mandat qui dure assez peu longtemps. Vous savez bien, l'atténuation, c'est demander à des concitoyens de faire des efforts colossaux dont ils n'auront pas les bénéfices ni là où ils ont fait les efforts, ni aujourd'hui où ils ont fait les efforts. C'est-à-dire que l'enjeu de décarbonation, c'est on décarbone pour tous, enfin pour la planète, donc pour tous. Donc il faut être déjà dans une attitude de désintérêt de soi-même ou d'altérité, ce qui est quand même une qualité assez rare. Et en plus, on décarbone finalement essentiellement pour demain, parce qu'on a bien compris qu'il y avait un enjeu, une inertie carbone dans l'atmosphère. Donc on décarbone pour demain. C'est-à-dire que c'est ni ici, ni aujourd'hui. Donc en fait, faire un effort colossal sans bénéfice immédiat, c'est vachement dur à engager, à la fois pour soi et d'engager les citoyens. Par contre, évidemment, si je fais de l'adaptation, si je suis un élu qui a tout compris sur l'adaptation, je vais dire, j'ai bien compris, l'adaptation, en fait, c'est finalement des risques, des besoins, enfin des vulnérabilités, des expositions, etc. J'ai bien compris les risques auxquels vous êtes soumis, donc les besoins que vous avez, et je vais y répondre. Et en fait, le truc très chouette de l'adaptation, évidemment, c'est qu'au moment où on a agi, l'action est à la fois locale, là où a été faite l'action. Planter un arbre, le bénéfice, c'est de l'ombre, c'est là où on a planté l'arbre. Et en plus, c'est immédiat, c'est au moment d'avoir planté l'arbre. Il ne faut pas attendre 50 ans de négocier au niveau de la COP. Est-ce que du coup, on pourrait négocier sur à qui profite le bénéfice de planter des arbres, etc. En fait, c'est là tout de suite. Donc, si je suis élu local, si je suis décideur, si je suis aménageur, évidemment, si je plante des arbres, je sais que je fais du bien aux gens et je fais du bien localement là où j'ai agi, là où j'ai demandé l'effort pour financer évidemment la plantation des arbres et tout de suite. Donc, en fait, tout le monde est en train de basculer sur l'adaptation. Il y a des moments, dans des colloques, tout le monde parle d'adaptation comme si c'était devenu une totale évidence en oubliant complètement l'atténuation. Alors, du coup, évidemment, l'atténuation, il ne faut surtout pas l'oublier parce que nous ne pourrons pas nous adapter à un monde qui n'a pas été atténué, on peut le dire comme ça, ou nous ne pourrons pas nous adapter à un monde à plus 7 degrés. Et ça, c'est quand même assez essentiel à avoir en tête. Donc, moi, j'aime bien dire même l'atténuation est la première mesure d'adaptation. Et en fait, le truc, il est assez simple à comprendre, c'est que l'adaptation, vous connaissez la problématique du risque, un aléa, un risque, une exposition, une vulnérabilité. On peut travailler sur l'exposition, se retirer. Vous savez, la première des stratégies d'adaptation, elle est assez facile, c'est de se barrer.
donc de s'éloigner du risque. C'est ce qu'ont fait par exemple tous les Parisiens pendant le Covid, puis l'été 2022. Ils sont tous partis, ceux qui avaient les moyens, dans leur première, deuxième, troisième résidence secondaire. Par contre, il y a ceux qui ne peuvent pas s'adapter, qui ont un seul logement et qui sont du coup assignés à résidence climatique involontaire et obligés de rester là où ils sont. Donc ça, c'est première mesure. Donc en fait, on travaille sur l'exposition. Et du coup, la vulnérabilité en travaillant des mesures de protection, etc. Mais quand je dis en fait l'atténuation est la première mesure d'adaptation, c'est que si à la base on peut réduire soit la puissance de l'aléa, soit l'occurrence de l'aléa, ça, la seule manière de le faire, c'est par l'atténuation. Et ça n'est pas l'adaptation. Donc attention, il ne faut pas oublier l'atténuation. J'en suis au point 4. Quelle heure est-il ? Disons. Du coup, on va dire, pour résumer, que finalement, puisqu'il faut coupler l'atténuation et l'adaptation, dans le sens que vous voulez, et vous pouvez parler adaptation pour engager les citoyens tout en faisant du chiffre par l'atténuation, etc., mais peut-être pas dire la même chose à tout le monde. Du coup, en fait, le nouveau champ dans lequel on va intervenir, en fait, c'est de pouvoir construire en permanence des stratégies atténuo-adaptatives, vous comprenez maintenant pourquoi ce titre, ou adapto-atténuatives, sur quoi ? Sur ce qui est déjà là, c'est-à-dire quand je dis ce qui est déjà là, c'est à la fois évidemment les bâtiments existants, mais c'est aussi les terres déjà anthropisées, les terres déjà utilisées, les entités écologiques abîmées. Donc finalement, c'est un peu ça le nouveau champ dans lequel nous allons devoir intervenir tous aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui déjà, et demain. Et donc ça dit des choses très nouvelles. Première chose, c'est que évidemment, on doit naviguer un peu à vue. C'est-à-dire qu'on était habitué par rapport aux logiques d'efficacité énergétique ou de décarbonation. Je disais, c'est des logiques quantitatives, c'est des relations assez causales. Si, alors sinon. Donc si je réduis la source, alors je réduis l'effet. Donc je peux mesurer finalement la qualité, la pertinence de mon intervention par la métrique finalement de l'efficacité de l'effet, en termes d'effet. Sauf que là, du coup, on était habitué donc, à raisonner à partir de données connues et de phénomènes rationnels et rationalisables. J'aime bien dire d'ailleurs, les acteurs de la ville, en fait, on nous demandait d'être plutôt des bons perspectivistes dans le sens de représenter de manière la plus réaliste possible une réalité connue, enfin, à partir de données connues du passé et du présent. Réalité, connue, perspective, etc. En fait, aujourd'hui, avec ce nouvel enjeu, l'adaptation, première chose, on doit plutôt se positionner en prospectiviste et non pas en perspectiviste, c'est-à-dire plutôt d'anticiper le moins mal possible les réalités, et je mets un S aux réalités possibles, attention, de demain à partir de données pas totalement connues, mais uniquement connaissables. Et en fait, derrière tous ces mots, il y a un changement colossal qui fait que de prospective, certitude, enfin données connues à données connaissables, etc., ça veut dire aussi comment va-t-on travailler tous ensemble finalement sur quoi ? Des hypothèses, des scénarios, des probabilités, mais pas de certitude. Et ça, c'est très difficile, et c'est particulièrement difficile en France de piloter, enfin d'avancer avec l'incertitude. Ça veut dire aussi qu'il va falloir faire entrer des nouveaux acteurs dans la fabrique de la ville, des spécialistes de l'anticipation des conditions de demain, de la scénarisation, que ce soit les scientifiques. Il n'y a pas de projets qui se font en France avec des véritables évaluations, approches scientifiques. Or, il va falloir être guidé finalement par l'évaluation prospective, donc, qui peut être menée par les scientifiques. Pas que, il y a aussi des spécialistes de la scénarisation, des auteurs de science-fiction, enfin des romanciers, etc., des réalisateurs. Il y a des gens qui sont spécialisés quand même dans la scénarisation, les hypothèses et les scénarios, on va dire, probables. Donc faire entrer des nouveaux acteurs dans la fabrique de la ville. Ça veut dire aussi que, j'ai parlé de données connaissables, ça veut dire qu'il va falloir aussi accepter d'avancer avec une forme d'indétermination et d'incertitude. Et c'est ça qui est extrêmement difficile. Comment on arrive à faire en sorte que l'indéterminé et l'incertitude deviennent plutôt des choses que l'on accepte, des guides, et pas des choses que l'on repousse en permanence. Évidemment, ça veut dire qu'il faut changer tout le système, vu que, par exemple, dans le monde de la construction, tout est bâti pour éviter l'incertitude et pour se positionner sur un risque standard. Ça, c'est la notion assurantielle. Évidemment, si on veut pouvoir avancer avec cette forme d'indétermination et d'incertitude, ça change beaucoup les choses. Ça veut dire aussi qu'il va falloir accepter les échecs. Vous savez, je vais d'abord passer même par l'évaluation. Si on veut avancer avec une forme d'indétermination et d'incertitude, mais pas aller droit dans le mur en permanence, en fait, il va falloir évaluer en permanence la pertinence de ce que l'on fait. Et l'évaluation doit servir de guide, de boussole pour accélérer, décélérer, bifurquer, parfois arrêter et dire
même que l'on s'est trompé. C'est pour ça que je parle même d'échec, pas obligatoirement de culture de l'échec, mais accepter l'échec et accepter de partager l'échec. Mais vous savez que l'évaluation, elle est difficile à mener. Des projets d'aménagement, enfin, il y a de l'évaluation de politique publique, mais l'évaluation de projets d'aménagement ou de projets de construction, malheureusement, c'est tellement rare que je ne suis même pas sûr que ça existe vraiment. Il y a la caserne de Bonne qui était la première, donc à Grenoble, qui était la première à avoir fait l'objet d'une évaluation. Ils avaient décidé, parce qu'elle était très pionnière, au bout de quelques années de pratique, de se dire il faut qu'on évalue si ce qu'on est en train de faire fonctionne bien. On n'était pas du tout dans l'adaptation, on était dans la très grande efficacité énergétique à l'époque. Donc ils ont lancé une évaluation. Comme toute évaluation, c'est rare que 100% des choses qu'on a engagées fonctionnent bien. Donc il y avait 95% des choses qui fonctionnaient bien, 5% qui fonctionnaient moins bien. Et en fait, ils ont accepté de communiquer sur ce qui fonctionnait bien sûr, ça tout le monde le fait, mais aussi sur les 5% qui ne fonctionnaient pas aussi bien que ce qui avait été prévu. Et la presse nationale, il faut lui en vouloir hein, de ce point de vue-là, la presse nationale s'est emparée de cette évaluation pour dire la caserne de Bonne, un échec retentissant. Juste parce que 5% des choses mises en œuvre n'avaient pas fonctionné comme on l'attendait. Mais au contraire, il faut bien sûr, on préfère tous communiquer sur nos succès, mais communiquer sur l'échec est extrêmement important. Si une collectivité met en place quelque chose et que finalement ça ne donne pas les effets complètement attendus, c'est bien de le dire plutôt que d'attendre que les 35 999 autres fassent exactement la même chose. Donc en fait, ça veut dire aussi qu'il va falloir changer d'approche et donc pouvoir communiquer sur ce qui ne marche pas toujours. Quoi dire encore sur la question de l'adaptation? Bon, on a parlé d'indétermination, d'évaluation, etc. Autre changement très important qui se joue aussi avec la question de l'adaptation, c'est que l'adaptation, encore plus peut-être que les logiques de décarbonation, n'a pas d'échelle. Et en fait, plus on remonte d'un cran dans l'échelle, plus on est sûr d'avoir un effet en termes d'adaptation. Ce qui n'était pas le cas sur la décarbonation. Vous pouvez décarboner énormément un bâtiment, être à quasi carbone zéro, et en fait, il sera toujours bien comme petite entité. L'adaptation, elle l'oblige à remonter d'une échelle en permanence. Et donc ça aussi, c'est très nouveau. Et comme on adore les périmètres, les échelles, et mettre un acteur et des prérogatives derrière chacun des périmètres, là, il va falloir aussi penser dépérimétrer et être en capacité en permanence de penser l'héritage de l'amont et la responsabilité qu'on a aussi sur un aval en permanence. Alors, exemple assez simple sur la question des échelles, le fameux îlot de chaleur urbain. Phénomène bien connu en ville, vous voyez les courbes de température, on est en espace extérieur, la température est comme ça, puis on arrive en ville, et plus c'est dense, plus c'est le centre en général, plus c'est comme ça, donc avec des deltas de 5 à 10 degrés, on va dire en moyenne 7 degrés. Si vous demandez au bâtiment de régler tout seul les problèmes de l'îlot de chaleur urbain, il y a de grandes chances que ça ne marche pas. Exemple très simple, si on prend le plus 7 degrés et qu'on est sur une perspective, donc une traque d'une France à plus 4 degrés, c'est plus 4 degrés en moyenne, attention, hein, c'est parce que le plus 4 degrés fait même pas assez peur aux gens, ils disent bon, finalement plus 4 c'est pas grand chose, sauf que c'est plus 4 en moyenne avec des effets locaux qui peuvent être à plus 7, plus 10. Donc si je fais effet local, mais effet local à la campagne, hein, pas celui du centre-ville. La température des centres-villes, ça j'avais pas prévu de parler de ça, mais c'est une parenthèse importante à avoir. En fait, elle est mesurée quasiment nulle part, ce qui fait que même actuellement, nous raisonnons tous sur des données totalement erronées, puisque nous travaillons sur des données prises dans des stations météo, et les stations météo, elles sont la plupart du temps prises dans les aéroports, et les aéroports sont rarement densément construits, sinon c'est pas facile d'atterrir. Et donc, du coup, en fait, on a une température d'espace extérieur, sachant qu'on travaille la plupart du temps dans des espaces hyper denses, dans lesquels la température et la climatologie n'a strictement plus rien à voir. Mais il y a très peu de stations météo qui sont finalement en centre-ville. Ça, c'était une parenthèse, mais c'est juste pour dire que, du coup, si on est sur une moyenne à plus 4 et donc avec des effets locaux à plus 7 plus le 7 de l'ICU, ça fait demain potentiellement plus 14 dans les centres-villes. Et plus 14, en fait, c'est juste impossible de s'adapter. Et c'est même pas la peine de demander aux bâtiments de s'adapter avec des bonnes intentions, des cahiers des charges super beaux, de dire, bien sûr, en ventilation naturelle, des stratégies passives, etc. Parce que la clim est diabolique, est tabou, etc., etc., comme on voit dans tous les cahiers des charges gentillés. Et donc, du coup, attention, on ne peut pas demander aux bâtiments, comme on ne peut pas demander aux individus de tout régler, il faut remonter d'un cran. Et donc sur cette question de l'ICU, oui, c'est fondamentalement une question d'aménagement, c'est même une question d'organisation territoriale, c'est même une question de géographie. La brise rafraîchissante, qui est un allié en plus de l'ombre pour pouvoir faire du confort d'été en espace extérieur, la brise rafraîchissante, elle n'existe pas juste parce que je vais ouvrir la fenêtre et que tout d'un coup, ça va générer une brise qui n'aurait pas existé par ailleurs. Il y a plein de facteurs pour que ça fonctionne, et si le vent avance
avant d'arriver jusqu'à ma fenêtre et n'a pas réussi à passer dans le tissu urbain parce qu'on est trop dense et que rien n'a été fait pour s'orienter par rapport au vent et à fabriquer une perméabilité aérolique, etc. Ou si j'ai quand même du vent mais qui est passé sur des surfaces extrêmement réchauffantes et même polluantes, etc. Finalement, c'est pas du tout une brise rafraîchissante que j'ai, c'est un courant d'air chaud et pollué qui m'arrive jusque moi, etc., etc. Donc du coup, en fait, on voit bien cette logique de remonter en permanence les échelles. J'ai pas le temps de faire tout le truc, le dézoom habituel de ma fenêtre jusqu'à la géographie, puis de ma fenêtre jusqu'à la porte de la chambre dans un appartement, mais c'est un petit récit qui s'appelle De la géographie à l'intime que je vous ferai un autre jour. Comment je l'ai fait déjà oui, aux entretiens de cadre dans les villes en keynote. Mais bon, en tout cas, pour dire que en fait, l'adaptation n'a pas d'échelle, et donc sur cette question de l'ICU, très bien. Si j'arrive à... en fait, on voit bien qu'il faut agir en amont. Alors, agir en amont, ça veut dire aussi que ça redonne un nouvel intérêt perdu par les logiques quantitatives de la déconsommation et de la décarbonation qui portaient sur quoi? Exclusivement sur les pleins des villes, c'est-à-dire les bâtiments, parce qu'il y a de l'énergie et du carbone dans les bâtiments, il y en a très peu dans l'espace public ou dans les espaces ouverts. Et donc l'adaptation, ça fait aussi que en fait, ça déplace le centre d'intérêt, ou en tout cas, ça permet de le remettre dans les radars sur quoi? Les espaces ouverts des établissements humains. Espace ouvert public, la majorité, mais aussi espace ouvert privé, avec des nouvelles synergies à trouver entre espace ouvert public et espace ouvert privé. La fameuse brise rafraîchissante, elle n'est pas ni publique ni privée, et donc il va aussi falloir trouver les perméabilités administratives pour faire en sorte que le vent passe d'un endroit public à un endroit privé pour atteindre à la fin une fenêtre qui est en général sur un endroit privé. Enfin, pas toujours, mais bon. Donc ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire bouger dans même le code de la propriété. Mais là, j'ai pas le temps de raconter ça dans le détail. Je sais pas quelle heure il est, je pense que je suis en train de... Comment ? 5 minutes. Bon. Je vais parler plus vite alors du coup. Attends. Pourquoi donc à la fois les espaces ouverts, public-privé. Donc pourquoi c'est important de le faire? Très simple, je reprends mon exemple d'ICU qui marche très bien. Si j'ai tout fait en termes d'aménagement du territoire, d'urbanisme, pour faire en sorte que mon ICU soit réduit, allez, idéalement même à 0, c'est-à-dire j'ai gagné 7 degrés, température en ville égale température à la campagne. Si on est un peu moins optimiste, on dit, allez, plus 2, mais j'ai gagné plus 5, enfin j'ai gagné 5 par rapport à mon plus 7 aujourd'hui pour aller au plus 2. Si j'ai gagné 5 degrés, c'est 5 degrés de pression en moins sur les bâtiments. Et 5 degrés de pression en moins sur les bâtiments, ça veut dire que ça rend les choses possibles. Et ça rend les choses possibles, peut-être même avec des moyens, des stratégies passives, des moyens naturels, etc. Mais en tout cas, ça rend les choses possibles. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre d'extrêmement important? C'est que si j'ai gagné 5 grâce à l'adaptation des espaces ouverts, j'ai gagné 5 pour tout le monde. C'est ça l'énorme enjeu pour tous, 5 degrés pour tous. Parce que derrière les questions d'adaptation, il y a un risque majeur d'inéquité qui va se jouer. Il y a ceux qui pourront s'adapter. J'ai dit tout à l'heure ceux qui ont quitté Paris, donc les voyageurs climatiques volontaires. On pourra toujours migrer sur la planète en fonction des températures, etc., des aléas, en cramant le carbone de l'atmosphère. On pourra toujours le faire. Mais il y a ceux qui ne peuvent pas bouger et ceux qui n'ont pas les moyens de s'adapter au niveau de leur bâtiment, au niveau de leur mode de vie, etc. Et donc ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que d'agir le plus en amont possible est un enjeu, enfin, c'est un enjeu d'équité sociale qui est absolument fondamental pour traiter les fameux voyageurs assignés à résidence climatique involontaire. Je ne sais pas si... quel était le point d'après? Ah oui, ben voilà. Et équité. Et... je dis aussi habitabilité parce que, en fait, c'est un peu barbant qu'on minimise l'enjeu majeur de l'adaptation en disant maintenir les conditions de confort. Comme si c'était un luxe. Enfin, le confort, c'est un luxe. Donc, est-ce qu'on a besoin de maintenir le luxe? En fait, le problème, il est bien plus grave. C'est-à-dire que quand je dis on ne peut pas s'adapter à un monde à plus 7 degrés, en fait, c'est qu'à un moment, de toute façon, des bâtiments, des territoires, des pays deviendront inhabitables. Donc c'est un enjeu majeur, ce n'est pas juste maintenir les conditions de confort, c'est préserver les conditions d'habitabilité. Et là, ça change tout. Donc arrêtons
d'utiliser le terme confort. J'espère que personne aujourd'hui n'a prévu de parler de confort, parce que c'est vraiment pas le sujet, le confort. C'est d'abord le degré zéro du confort, qui est l'habitabilité, avant même de pouvoir se demander si en plus on peut espérer être mieux que de pouvoir juste vivre. Donc derrière la question l'adaptation, c'est pas juste un truc en plus pour justifier qu'on fasse des plans verdissement ou des plans canopés. Hein. C'est un enjeu fondamental d'habitabilité et donc d'équité, ça je vous l'ai dit. Donc, du coup, avant de dire qui va payer, bon ça on ne sait pas encore d'ailleurs, mais c'est tellement un enjeu important que c'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu de sûreté publique, et donc on ne peut pas non plus laisser juste des acteurs localement se débrouiller tout seuls avec les moyens qu'ils ont, comme bien même on a appris ce matin dans la plénière qu'ils en avaient plein les poches. Mais, bon, mais en tout cas, c'est un enjeu tellement crucial que oui, en fait, on s'était même amusé avec François Gemène à se dire peut-être que finalement l'adaptation, elle doit passer au ministère de l'Intérieur. Bon, ministère de la Transition écologique, non, mais pour dire simplement que c'est un enjeu majeur. C'est pas juste voilà, faire des petits trucs en plus pour que tout aille enfin, pour qu'on reste bien, quoi. Mais aussi, évidemment, qu'il y ait une loi, pas simplement des initiatives. Après, le vrai intérêt, c'est que l'adaptation, elle se jouera, quoi qu'il en soit, sur les territoires. C'est là aussi où c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on peut faire une politique nationale d'atténuation, de décarbonation. Il y a une stratégie nationale de décarbonation. Mais en fait, les actions de l'adaptation sont des actions territorialisées, sont portées par des acteurs locaux, mais on ne peut pas les laisser se débrouiller tout seuls, y compris financièrement. Et puis, comme je suis en train d'exploser le temps, du coup, juste, bon, ça c'est un peu un pied de nez, mais pour se dire que finalement, comme l'enjeu d'adaptation peut être majeur, préalable, c'est d'abord travailler sur les espaces ouverts dans lesquels il y a beaucoup d'espaces publics, ça veut dire qu'en fait, c'est de l'ordre de l'action publique, et donc ça doit être porté par les acteurs publics. Tiens, voilà aussi un nouveau rôle. Les acteurs publics sont les leviers en fait, de l'adaptation par le biais de leur action sur les espaces ouverts. Et j'ai dit tout à l'heure que comme si on faisait bien le travail en amont, on réduisait la pression sur les bâtiments. Peut-être aussi qu'il y a des nouveaux partenariats à trouver, des nouveaux partenariats publics-privés, des nouvelles synergies, des nouvelles coopérations à trouver. Pourquoi ? Parce qu'on sait maintenant qu'il y a un modèle économique de l'atténuation, un modèle économique de la décarbonation. Il y a des filières de la décarbonation qui sont même parfois tout aussi florissantes que les filières d'avant la décarbonation. Par contre, aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique de l'adaptation. Or, on est en train de dire que c'est un enjeu de santé publique, un enjeu de sûreté publique. Or, il n'y a pas de modèle économique. Donc c'est pour ça aussi que ces histoires de stratégie atténuo-adaptative ou adapto-atténuative, c'est aussi pouvoir trouver des nouveaux partenariats où à un moment, on va peut-être mobiliser de l'argent privé sur des économies des filières de décarbonation, d'atténuation plus largement, tout en faisant de l'adaptation. Parce qu'on ne va pas pouvoir demander à l'acteur public, à la collectivité, de payer tout elle-même. Alors là, c'est une petite joke, hein, mais si je prends mon histoire de 5 degrés de moins de pression sur les bâtiments parce que j'ai fait un effort, évidemment, il faut payer cet effort. C'est un effort de la collectivité. Il faut donc financer cet effort. Peut-être que je pourrais mettre une forme de contribution à la chaleur évitée sur les bâtiments, par exemple, monnayer le 5 degrés gagné, bon, c'est pas évident, mais une forme de contribution, oui, sur la chaleur évitée, ou contribution sur le risque atténué, ou de contribution sur le risque évité, qui permettrait peut-être de prendre là où finalement j'ai baissé la pression, donc je rends possible des stratégies, et donc je vais pouvoir trouver un modèle économique comme ça de contribution d'un fonds d'adaptation. Et puis aussi peut-être d'ailleurs faire payer ceux dont leur adaptation finalement pénalise les autres. Typiquement, une clim sur air qui rejette sa chaleur fatale dans l'atmosphère, c'est bien pour ceux localement qui se sont adaptés, ils seront tranquilles. Par contre, c'est une aggravation du phénomène d'inadaptation à un échelon supérieur. Et puis voilà, et je vais terminer, donc, et miraculeusement, je vais presque terminer dans les temps, pour dire, en fait, tout ça paraît extrêmement difficile, mais ce que je trouve extrêmement positif, c'est que ça fait passer, enfin, nous changeons totalement de métier, presque de mission, jusqu'à maintenant, et donc c'est bien à dire aussi pour les jeunes qui sont quand même hyper anxieux, hyper déprimés aujourd'hui, de se former dans des filières où ils savent que de toute façon, ils vont travailler sur des métiers qui sont à la fois extractivistes, productivistes et à impact négatif. Vous le savez bien, l'étude d'impact a toujours dit l'état initial est bien, l'état projeté est toujours pourri, et donc pour vous racheter une bonne conscience, il faut inventer le troisième chapitre qui s'appelle les mesures compensatoires à titre de rédemption. Or, aujourd'hui, l'adaptation, en fait, c'est redonner vie
à des sols qui ont été anthropisés, redonner vie à un fleuve qu'on a tué écologiquement, redonner vie à des bâtiments, redonner vie à des territoires, redonner vie évidemment à leurs habitants. Donc en fait, on passe à un métier finalement qui est extrêmement positif. Nous allons devenir finalement des acteurs de la transformation positive des territoires. Et donc on peut même rêver que prochainement, il n'y ait plus de chapitre 3 dans l'étude d'impact et que l'état projeté soit toujours meilleur que l'état initial. Merci.